Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Fanny, je suis développeuse mobile et spécialiste en accessibilité mobile. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de smartphone et d'accessibilité. J'ai élargi mon talk parce que je fais un petit peu de web et je connais un petit peu d'accessibilité web. Donc, pour Mixit, je me suis dit, on va mettre un petit peu de web. Et vous allez voir, c'est très curieux aussi de faire des parallèles entre, en fait, les solutions techniques quand on fait de l'accessibilité mobile versus de l'accessibilité web, bah, c'est quand même très différent. Et bah, pour rendre cette conférence plus interactive, je vous propose un quiz. Donc au fil de mon talk, vous allez répondre à des petites questions. Vous serez en compétition les uns les unes contre les autres. Et le ou la gagnante gagnera des gaufres fourrés, qui sont des spécialités du nord de où je viens. Voilà, pour la petite gourmandise. Alors, on va faire tout de suite la partie technique. Pour rejoindre le quiz, vous pouvez aller sur www.menti.com, M-E-N-T-I, entrez le code 26 80 64 90 ou scannez le QR code. Voilà. Je vais mettre juste, la suivante, comme ça on vous voit vous connecter, c'est magique, c'est moderne. Et il y a le QR code qui doit être par ici. En attendant, j'en profite pour ceux qui sont peut-être déjà connectés. Je suis désolée pour ceux qui sont en train de le faire et qui vont se dire « Mince, elle me parle, elle me pose une question, qu'est-ce que je fais ?» Je voudrais savoir dans la salle qui est développeur ou développeuse natif, Android ou iOS. Ça marche. Qui est dev web? Qui est plutôt produit, design, gestion de projet, etc. Ça marche. Donc je peux un peu troller le web, ça va aller, il n'y a pas trop de gens qui vont m'attaquer en la sortie. Oui. Oui, il est tout en haut, c'est peut-être un peu petit, je ne me rends pas compte, mais je peux le remettre comme ça. 26 80 64 90. Voilà, le code de toute façon, au fur et à mesure du quiz, les gens qui arrivent seulement maintenant, le code sera toujours présent sur les slides du quiz, donc à tout moment vous pouvez le rejoindre. Alors c'est parti, et bien justement, j'avais oublié qu'on commençait direct par une petite question, c'est juste pour que vous vous familiarisiez avec l'outil, que vous voyez comment ça fonctionne sur vos téléphones. Et c'est parti, chaque bonne réponse donne le maximum de points. Quelle est l'abréviation de Accessibility? Alors, vous avez 30 secondes. Là, vous pouvez saisir dans un petit champ de saisie sur votre téléphone. Le reste du quiz, ce sera plutôt des propositions sous forme de QCM un peu classiques. Mais je sais que souvent, quand je donne des formations sur l'accessibilité, c'est une abréviation qui est assez commune sur Internet et finalement très peu de gens la connaissent ou comprennent pourquoi on l'écrit comme ça. Alors la bonne réponse est A11Y. A16Y, Accessibility. Donc il y a 10 bonnes réponses. Donc A11Y, c'est un peu comme quand on écrit I18N pour internationalisation. En fait, on a le A, la première lettre de Accessibility, puis les 11 lettres avant le Y qui est la dernière lettre. Par exemple, moi, Fanny, on écrirait F3Y. F3Y. Voilà, je vais changer de pseudo. Alors, vous verrez, à chaque fois, on va avoir un petit leaderboard comme ça qui va créer un peu de suspense. Bon, là, on a beaucoup de gens à égalité, mais il y aura quelques questions de rapidité. Préparez-vous. Alors, juste pour resituer très rapidement, le handicap dans le monde et en France, c'est 1,3 milliard de personnes porteuses de handicap dans le monde, ce qui fait environ une personne sur 5. Et ce que moi j'ai trouvé intéressant quand j'ai creusé l'accessibilité, c'est de me rendre compte en fait que à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle de la France, on est sur les mêmes proportions, une personne sur 5 en moyenne. Alors, ce qui va changer forcément d'un pays développé comme la France à un pays sous-développé, ça va être la prise en charge, les aides qui sont à côté et même parfois
des pays finalement sous-développés, des choses qui ne sont pas forcément considérées comme un handicap ici, par exemple la myopie. Eh bien, un pays sous-développé, les personnes n'ont pas les moyens d'avoir des lunettes adaptées et se retrouvent confrontées aussi dans des situations en fait, d'handicap. Donc là, c'était pour resituer le handicap. 4 formes de handicap. Le handicap moteur. Donc nous, dans les interactions avec un smartphone, eh bien finalement, ça va être l'usage de son téléphone avec la main qui va soit être impossible ou soit rendu plus difficile. Par exemple, prenez quelqu'un qui a une maladie de Parkinson. Handicap auditif qui désigne les personnes sourdes et malentendantes. Dans nos usages, pareil, avec nos smartphones, ça va être souvent quand on va utiliser des vidéos ou des contenus audio. Handicap cognitif, alors là, bon, j'ai mis une personne âgée, c'était surtout pour illustrer les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple, les pertes de mémoire, mais c'est aussi une catégorie très très vaste avec des personnes, par exemple, dyslexiques ou personnes autistes. Et enfin, le handicap visuel pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Bien faire la distinction, une personne malvoyante, c'est quelqu'un qui est encore capable de voir, mais qui a peut-être besoin d'un niveau de zoom plus élevé, etc. Une personne aveugle, elle, va utiliser un lecteur d'écran parce qu'elle n'est pas capable de voir correctement. Alors, ce qui nous amène à la deuxième question, qui est, en tant que dev, donc mettez-vous dans la peau d'un ou d'une dev, sur quelle forme de handicap avons-nous le plus d'impact? Est-ce que c'est un peu coupé? Je ne sais pas. Donc là, ça doit être visuel. C'est très bizarre qu'ils mettent. Donc visuel, cognitif, moteur ou auditif? Alors effectivement, il y avait 2 bonnes réponses ici. C'est visuel et moteur. Alors je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. On va garder un peu de suspense, je ne vais pas montrer le leaderboard. En fait, on va plutôt se demander pourquoi pas auditif, par exemple. Ben, auditif, finalement, quand on a un contenu audio, qu'il soit vidéo ou purement auditif, c'est pas le ou la dev qui va décider de rajouter, incruster un sous-titre ou mettre une alternative sous forme de texte, si c'est un podcast, etc., en dessous. C'est pas le ou la dev qui va décider de ça, ça va se faire en amont. Quand on va parler du produit, décider des fonctionnalités du produit, on va faire ce genre de choses. Sur tout ce qui est handicap cognitif, globalement, les règles d'accessibilité sont beaucoup des règles du UI/UX. Pareil, c'est pas en tant que dev qu'on va prendre l'initiative de changer l'UI, de changer l'UX. On a une responsabilité, si on détecte ce genre de problématique, de le remonter à nos designers, à nos UX, etc. Mais ce n'est pas notre responsabilité. Par contre, sur le handicap visuel, en fait, c'est notre responsabilité de savoir, nos utilisateurs, comment ils utilisent leur téléphone et donc comment fonctionne un lecteur d'écran sur un téléphone et comment faire en sorte que notre application, que l'on code, eh bien, soit compatible avec le lecteur d'écran. Je parle de lecteur d'écran. Autre critère très important, ça va être aussi s'assurer que quand mon application, le niveau de zoom sur le téléphone de la personne, donc la taille de la police est à 200%, vérifier que mon application est toujours compréhensible. C'est à nous de le faire. Alors bien sûr, parfois, il va y avoir des échanges avec le design pour faire en sorte que, effectivement, je passe à 200%, ça déborde un peu, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors là, quel texte alternatif je mets? Peut-être que c'est une discussion avec le content designer ou bien avec l'UI/UX, pareil. Et pourquoi je dis, j'ai mis ici moteur entre parenthèses, c'est que les personnes qui ont un handicap moteur et qui nécessitent l'usage d'un outil externe, ça peut être un clicker qui manipule avec un membre dont ils ont encore la capacité, eh bien ces outils-là en fait reposent sur les mêmes technologies que les lecteurs d'écran. Lecteurs d'écran pour personnes aveugles. Donc quand on fait le travail pour une personne aveugle, par ricochet, on va améliorer l'expérience aussi avec ces clickers, puisque derrière, c'est la même sémantique, c'est les mêmes données qui sont utilisées.
C'est pour ça que souvent, quand on entend parler d'accessibilité dans des conférences de dev, on entend beaucoup parler de bonnes pratiques sur les lecteurs d'écran, etc., comment ça fonctionne, les textes alternatifs. C'est parce que c'est là que nous, on a un impact. Et il y a effectivement des référentiels, etc. Il y a tout un ensemble de problématiques sur lesquelles il y a des bonnes pratiques qui sont documentées, sur les images, les formulaires, etc. Mais moi, là où je veux attirer votre attention aujourd'hui, et moi, la catégorie que je trouve la plus intéressante, la plus passionnante, c'est ce qui concerne l'UX spécifique au lecteur d'écran. Donc on va focaliser aujourd'hui sur cette partie. Et on va focaliser sur 2 bonnes pratiques. Comment optimiser l'ordre de lecture pour le lecteur d'écran et comment faciliter la navigation. Alors, optimiser l'ordre de lecture, ce qui m'amène, pour commencer, à la question 3. Alors, attention, répondez rapidement pour obtenir le plus de points. Par défaut, dans une application native, comment un lecteur d'écran parcourt-il les éléments? Selon la structure hiérarchique de la vue ou selon leur position à l'écran. Je parle bien ici d'applications natives. Donc iOS, Android, Flutter, React Native, etc. Mais on est vraiment sur une application native, on n'est pas dans le navigateur sur son téléphone. La bonne réponse est selon leur position à l'écran. C'était la question piège du quiz. On va regarder, puisque là, c'était ceux qui répondaient le plus vite qui avaient le plus de points. On va juste regarder qui est en tête du classement avant de comprendre pourquoi et de voir sur le web qu'est-ce qui est différent et en quoi ça va nous être utile. Donc, on a Nico GD qui est premier pour l'instant. Alors, donc l'ordre de lecture, en fait, un lecteur d'écran, quand il va être activé sur l'appareil de l'utilisateur ou l'utilisatrice, il va positionner son focus sur les éléments partant de l'élément le plus haut à gauche à l'élément le plus bas à droite. Et sur une application native, c'est vraiment la position à l'écran qui va définir l'ordre de lecture, le X, le Y, la largeur, la hauteur. Ce qui est différent du web, où c'est la position des éléments dans le DOM, dans votre structure HTML. Voilà, là on a posé les bases techniques, mais en quoi en fait on doit se soucier de ça? Alors, premier point, parfois sur un écran, naviguer sur l'action, l'information principale de l'écran peut prendre beaucoup de temps. Et deuxième point, l'ordre de lecture n'est pas toujours logique. Ce qui m'amène à une 4e question. Est-ce que là, je l'ai illustré? Donc là, vous voyez, j'ai un écran où on voit de manière... je suis désolée, je suis nulle en horizontal verticale. Texte 1, texte 2, texte 3. Le focus est sur texte 1. Sur un smartphone, avec un lecteur d'écran, comment je fais pour passer de texte 1 à texte 2? Donc, je vais mettre la question ici au niveau du quiz. Hop. Alors, je ne l'ai pas passé. Entrée. Avec VoiceOver, donc qui est le nom du lecteur d'écran sur Apple, et Tollback sur Android, quel geste permet de naviguer d'un élément à un autre dans l'ordre de lecture standard? Est-ce que c'est balayer vers le haut ou le bas, ou balayer vers la gauche ou la droite? Je vois des regards un peu qu'est-ce que tu veux que je balaye là? Moi, le ménage, c'est pas mon truc. Je vous explique tout de suite après. Donc, c'est balayer vers la gauche ou la droite. Je vais repasser ici sur cette slide. En fait, regardez, alors ma toute petite animation, en fait, quand le lecteur d'écran est activé, toute votre interface, tout ce qui est geste de swipe habituel sont désactivés. Et en fait, pour passer de texte 1 à texte 2, vous balayez sur votre écran n'importe où. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur texte 1 pour balayer. N'importe où, vous balayez vers la droite et le focus va se déplacer sur texte 2. Pour revenir sur texte 1, vous balayez vers la gauche. Donc, on reprend le premier point dont je vous parlais. Pourquoi naviguer jusqu'à l'action principale peut être problématique. Ici, on est sur l'application de Spotify. On est d'accord que l'action principale de cet écran, c'est bien le bouton play, pause.
On va voir combien de temps on prend pour aller jusqu'à ce bouton. Donc d'abord, je suis sur le premier élément en haut qui me permet de fermer la fenêtre. Je balaye vers la droite, j'ai un titre qui me dit que j'ai ouvert cette page depuis les recherches récentes. Je balaye vers la droite, j'ai une sorte de bouton menu. Je balaye vers la droite, j'ai le nom de la musique, Charleston, Sam Levine. Je balaye vers la droite, j'ai un bouton pour l'ajouter en favori. Je balaye vers la droite, j'ai le slider qui me permet de voir la progression et potentiellement d'avancer dans la musique. Ensuite, j'ai le bouton Shuffle. Ensuite, j'ai le bouton Aller en arrière. Et ensuite, et enfin, surtout, j'arrive sur le bouton Play Pause. Il m'a fallu 7 gestes, il me semble, pour arriver sur l'action principale de cet écran. Autre problématique que je vous citais, parfois l'ordre de lecture n'est pas logique. Ici, on est sur Android. Ceux qui ont un téléphone Android connaissent peut-être ce composant qui permet de régler, par exemple, un réveil, une horloge, enfin, en tout cas, une heure. Et l'ordre des lectures, si on se base sur l'affichage, eh bien, ça va faire 12, puis 11, puis 1, puis 10, puis 2, etc., puis 9. Ce qui n'a pas de sens. Et donc là, dans le code, tout comme l'exemple juste avant, on peut faire des choses pour améliorer ça et dire en fait non, là, ce composant, l'ordre de lecture, ça devrait être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusque 12, etc. Autre cas que j'ai un petit peu dérivé ici, c'est pas du coup l'ordre de lecture n'est pas logique mais n'est pas optimal. Alors ici j'ai illustré une maquette d'une application ou un site mobile pour la conférence Le Dev Lille. Venez, c'est une très belle conférence comme Amixit, petite pub. Ici ce qu'on voit, j'espère que c'est pas trop petit. Donc on est sur une conférence. On a d'abord la catégorie accessibilité qui a le focus. Ensuite, le titre, smartphone et accessibilité. Ensuite, la description de nos jours, blablabla, blablabla. Et enfin, l'heure de la conférence. Imaginez-vous, le jour, là, aujourd'hui, quand vous allez d'une conférence à l'autre, ce qui vous intéresse, c'est, très rapidement, le titre et l'heure. Si vous devez passer par la catégorie, le titre, puis la description pour enfin savoir c'est à quelle heure, c'est pas très pratique. Ce qui serait plus pratique, ça serait certainement d'avoir finalement l'heure au début, tout en gardant finalement cet affichage ici qui a un certain style. Donc on va voir comment régler ce genre de problématique. Alors que faire? Il y a plusieurs solutions. Première solution, c'est disposer un second élément plus haut dans la hiérarchie. Et deuxième solution, modifier l'ordre de lecture. Donc on va voir comment faire ces deux techniques et dans quel cas choisir l'une ou l'autre. Donc disposer un second élément plus haut dans la hiérarchie, ce qui m'amène à une question. C'est parti. Je ne me rappelle plus de la question. Dans quel environnement peut-on détecter si un lecteur est activé? Est-ce que c'est... Je ne vois pas ma réponse. Est-ce que c'est sur le web? Est-ce que c'est sur le mobile? Ou est-ce que c'est les deux? Ou est-ce que c'est aucun? En gros, dans quelle technologie on est capable de savoir si notre utilisateur ou utilisatrice utilise un lecteur d'écran? Alors, la bonne réponse, c'est sur le mobile. Alors, effectivement, sur le mobile, on a un tout petit bout de code qui prend vraiment une ligne, qui permet de savoir si la personne utilise un lecteur d'écran. Et c'est génial parce qu'on va pouvoir, par exemple, dans notre cas de Spotify, dire « Ok, si je détecte que la personne utilise un lecteur d'écran, je vais mettre un bouton « Play » plus haut dans l'ordre naturel d'affichage. » Ce qui est vraiment une très bonne méthode, parce que finalement, le bouton « Play » ici, il est quand même super intéressant de l'avoir à côté du bouton précédent suivant. Donc le déplacer complètement serait aussi problématique. Donc pour faire ça, là c'est le code sur Android. Pour ceux qui sont intéressés, vous voyez, ça prend 2 lignes de code. Bien mettre par contre, vous voyez ici, en fait, je récupère le Accessibility Manager, je vérifie que Is Enabled est à True et que Is Touch Exploration Enabled est à True également. Le premier booléen, c'est assez curieux, en fait, ça veut simplement dire que la personne est déjà allée dans les paramètres d'accessibilité de son téléphone et a activé
les paramètres d'accessibilité. Après, dans les paramètres d'accessibilité, il y a plein d'outils. Donc ce booléen, c'est juste ça. Et ensuite, le second, c'est vraiment, est-ce qu'il a activé Tollback? Is Touch Exploration Enabled? C'est pas très intuitif, mais bon, une fois qu'on connaît la ligne de code, ça va. Sur iOS, c'est aussi très facile. Là, c'est le code en SwiftUI. On récupère une variable d'environnement, Accessibility VoiceOver Enabled. Si vous faites du UIKit, c'est assez similaire. Sur le web, pour disposer un second élément plus haut, on va un petit peu bidouiller. Donc on positionne notre bouton plus haut dans la hiérarchie. Là, on a notre titre H2, résultat à partir de recherches récentes. Juste en dessous, je vais mettre un nouveau composant button, mais je ne veux pas forcément qu'il soit visible de tous mes utilisateurs. Je veux simplement qu'il soit accessible pour le lecteur d'écran. Donc, j'associe ici une classe qu'on appelle souvent SR-only pour Screen Reader Only. Et cette classe, elle va venir finalement affecter des paramètres visuels qui vont cacher finalement ce composant de la vue. Donc il est présent dans la structure, donc le focus de lecteur d'écran va passer dessus, mais visuellement il est juste en dehors de la vue, il est en 0,0, etc. Donc moi je trouve que c'est de la bidouille venant du mobile. C'est mon premier troll, voilà. Modifier l'ordre de lecture. On reprend ici notre cas, vous vous rappelez, de l'agenda où l'heure est en dernier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour finalement le faire annoncer plus tôt? Alors, en natif, là on est sur Android, on va utiliser ce qui s'appelle un modifier semantics, qui est une sorte de fonction. On en a deux à utiliser, une à mettre sur le conteneur. En fait, ici on est dans une colonne. Et on est semantics is traversal group égale true, ce qui permet de dire en fait je vais te surcharger ton ordre de lecture, mais seulement à l'échelle de ce groupe-là sur la vue. Ça ne va pas venir influencer le reste de la vue, le reste des éléments. Ce qui est super riche en fait par rapport à ce qu'on peut faire sur le web avec TabIndex, qui du coup ne pourrait pas servir pour faire ce genre de choses. Et ensuite, on vient affecter à chaque élément un index pour lui dire son ordre de lecture finalement. Donc là, on va mettre un traversal index à 1 pour 10h20, 11h20, un traversal index à 2 pour smartphone et accessibilité, pour qu'il lise d'abord 10h20 et 11h20, puis smartphone et accessibilité, le titre, etc. Sur iOS, on a la même chose, on a cette même notion ici de je te modifie l'ordre de lecture, mais à l'échelle de ce groupe, avec Accessibility Element Contains. Et puis là, c'est Sort Priority, Accessibility Sort Priority. Attention, la logique est différente. Si on veut que 10h20, 11h20 soit lu en premier, on doit lui mettre le chiffre le plus gros. Moi, je me plante toujours puisque je fais les deux technos. Bien testé. Alors, pour modifier l'ordre de lecture sur le web, bidouille numéro 2. On va premièrement changer les éléments d'ordre dans notre HTML. Donc ici, 10h20, si vous avez bien suivi, paf, le paragraphe il est passé tout en haut. Sauf que là, ma UI, c'est plus celle que ma designer m'a donnée. Donc ça ne le fait pas. Donc là, on va utiliser par exemple les flexbox. J'applique un style sur ma div de type display flex. J'ai une colonne et je vais utiliser du coup la propriété order pour réordonner visuellement comme ça devrait être. Donc on a bien l'HTML qui est ordonné d'une manière où le lecteur d'écran va lire dans le bon ordre, et on est venu un peu truquer avec finalement les flexbox, la CSS, l'ordre d'affichage. Alors, donc on a vu comment optimiser l'ordre de lecture. Maintenant, on va voir comment faciliter la navigation. Les principaux gestes de Tollback, VoiceOver, c'est les mêmes gestes sur iOS. Donc on a vu balayer vers la gauche ou la droite. Quand vous êtes sur un élément interactif, le lecteur d'écran va vous dire, je ne sais pas moi, se connecter, bouton, appuyer 2 fois pour activer. En tapant 2 fois, n'importe où sur votre écran, ça va faire l'action de clic derrière votre composant.
Je vous passe les autres gestes. Mais voilà, il y a plusieurs gestes ici qui permettent de passer aux éléments. Alors, que faire pour faciliter la navigation? Eh bien, premièrement, on va utiliser des titres et deuxièmement, on va réduire le nombre de gestes. Alors, utiliser des titres. Regardez ici, on est encore dans Spotify. Vous connaissez peut-être cet écran, ou en tout cas, c'est un pattern très connu hein, sur le mobile, d'avoir des titres et puis des listes horizontales qui sont parfois infinies. Donc, en affectant la sémantique titre à écouter récemment ici, conçu spécialement pour vous, histoire pour enfants. Vous voyez que j'ai des enfants, c'est pas très très bonnes mes suggestions, mais bon. Et donc, en faisant ça, eh bien, le lecteur d'écran va dire écoutez récemment, titre, balayer vers le haut ou le bas pour passer de titre en titre. Et donc, c'est un raccourci hyper utile pour naviguer plus rapidement d'une section à une autre de l'application. Pour utiliser des titres dans le code sur Android et ici iOS, encore une fois, on utilise toujours ce modifier sémantique. C'est vraiment très bien fait sur Android. En tout cas, depuis la dernière version d'outils pour faire de la UI qui s'appelle Jetpack Compose, on va utiliser le modifier sémantique. C'est dedans, on va venir modifier la sémantique. Donc, c'est les données qui sont utilisées par le lecteur d'écran. Et on va appeler ici la fonction heading. Sur iOS, on utilise un modifier aussi, Accessibility Add Trait. Ça s'appelle des traits finalement sur iOS, c'est propriétés sémantiques. Et voilà, on va lui dire is header. Sur Android, on n'a pas encore de niveau de titre. Sur le web, vous savez peut-être qu'on va avoir H1, H2, H3, etc. Et sur un PC, vous pouvez passer de niveau de titre en niveau de titre. Sur Android, on n'a pas de notion de niveau de titre encore. Sur iOS, la notion de niveau de titre vient d'arriver. Donc, elle n'est pas encore très utilisée, mais elle vient d'arriver. Donc, sur le web, c'est ce que je vous disais, en fait, quand sur vos sites web mobiles, vous allez utiliser des balises H2, eh bien, l'utilisateur pourra passer de balise H2 en H2 en balayant vers le haut ou le bas. Et sur mobile, les interactions avec un lecteur d'écran sont quand même beaucoup plus limitées par rapport à sur un PC. On n'a pas un clavier, en fait, pour activer différents raccourcis, passer de bloc en bloc, etc. Donc, il ne faut pas hésiter parfois même à utiliser le titre pour faciliter le passage même d'un bloc visuel à un bloc visuel, même si ça ne ressemble pas à un titre. Je pense, vous prenez une application type liste de courses, vous avez une liste de produits et le premier produit, je ne sais pas, flocon d'avoine, le deuxième produit, céréales, muesli. Ça ne ressemble pas, on n'aurait pas tendance à dire, nous, que c'est des titres flocon d'avoine, muesli, etc. Mais en les indiquant comme titres dans la sémantique, on va faciliter le passage de produit en produit à nos utilisateurs, plutôt que de passer sur la description, le prix, le bouton ajouter, etc. Donc n'hésitez pas à vous dire, là, pour faciliter l'usage de mon utilisateur sur smartphone, je vais utiliser des titres. Ensuite, on va voir comment réduire le nombre de gestes. Ce qui m'amène à la question numéro 6. Hop. Je vais peut-être vous remettre... J'aurais dû remettre l'écran. Bon. Attendez, est-ce que je peux l'arrêter? Ça s'est arrêté sur vos téléphones ou pas? Oui, je vous explique avant comme ça. Donc ici, on a Twitter, il y a 5 ans, avant que ça devienne ce que c'est. Bref, je n'ai pas trouvé d'autres exemples qui le font aussi bien. Ils avaient des gens très bien sur l'accessibilité. Donc là, vous avez un tweet de l'Adinum avec donc un titre, un contenu, une vidéo et puis différentes actions disponibles autour d'un tweet. Ma question donc va être relative à comment naviguer facilement de tweet en tweet, sachant qu'ici, on a quand même beaucoup d'éléments pour un tweet. Donc, je la reformule ici, je pense. À votre avis, combien de gestes sont nécessaires pour parcourir un tweet avec un lecteur d'écran? Et je vous ai donné un petit indice. Ils avaient des gens très très bons sur l'accessibilité qui même ça date même de avant Musk, quand ils ont viré plein de gens, quand toutes les boîtes ont viré plein de gens, etc. Bah, juste avant, ils avaient des gens très très bien. Et quoi?
Parcourir un tweet, c'est comment je peux passer de tweet en tweet, combien de gestes ça va me prendre de balayer vers la gauche ou la droite, et en même temps, comment facilement je sais que je peux interagir avec ce tweet-là. La bonne réponse, c'est 1, effectivement. Et on va voir ce qu'ils ont fait. Allez, un petit passage sur le classement quand même, parce que ça fait longtemps. C'est Yann qui est premier. Alors, comment faire pour réduire le nombre de gestes? Alors, 2 techniques, merger les composants et utiliser les interactions spécifiques au lecteur d'écran. Alors, merger les composants, ici, finalement, ce que Twitter ils ont fait, ils ont mergé l'ensemble, et donc ça lie design des services du numérique, comment organiser une visioconférence accessible, etc., blablabla. Pour merger les composants, en natif, c'est assez simple. Encore une fois, le modifier semantics, merge descendant égale true, et finalement, ça va regrouper toute la sémantique. Le focus va se faire sur l'ensemble du tweet, et tout est mergé, en fait, tout est concaténé. En SwiftUI sur iOS, c'est pareil, Accessibility Element, Children Combine. Ce qu'on peut aussi faire, qui aurait un peu le même impact, c'est de merger les éléments, mais de venir dire, ok, je merge pour que mon focus se fasse sur tout le groupe, mais je vais venir écraser la sémantique et moi te la fournir, la remplacer. Si je vous remets ici la slide où on voit l'écran du tweet, si je fais simplement merger, eh bien il va aussi me merger par exemple donc design des services numériques, compte vérifié, bouton menu, comment organiser visioconférence, etc., répondre, retweet. En fait, il va merger toute la sémantique qui est incluse dans les boutons, dans des informations que je veux peut-être gérer autrement, et puis peut-être qu'il va aussi ne pas mettre les informations dans un ordre logique. Donc là, on pourrait dire design des services du numérique, il y a 5 jours, blablabla. Bla bla bla. Là, par exemple, si vous regardez justement l'information 5 jours, c'est 5J. Donc c'est aussi une bonne raison aussi là de venir surcharger, c'est de dire en fait 5J, c'est pas très compréhensible. Moi, je vais pas vous dire ah j'ai fait ça il y a 5J. Sans contexte, c'est compliqué de comprendre. Donc on va en profiter pour écrire il y a 5 jours, qui est beaucoup plus compréhensible. Donc voilà, sur iOS et sur Android, encore une fois, assez simple. Sur le web, petite question, donc là, ici, vous rappelez-vous, on a notre composant, on a changé l'ordre de lecture des paragraphes, on a utilisé des flexbox pour que visuellement, ça reste comme sur la maquette. Et je vais aller voir sur ma question, puisque je ne m'en rappelle plus. J'espère que c'est pas trop petit. Comment améliorer la navigation avec VoiceOver sur ce composant web? Est-ce qu'il faut utiliser l'attribut merge descendant à true sur la div parente? Est-ce qu'il faut utiliser une balise h3 sur le titre de la conférence? Est-ce qu'il faut masquer avec aria hidden égale true et regrouper le contenu via aria label? Bidouille numéro 36 du guide des bidouilles d'accessibilité web. Alors voilà, en fait, on va utiliser ces 2 techniques. On va utiliser la balise H3 sur le titre pour faciliter la navigation de titre en titre, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on va masquer des éléments pour regrouper. Je vais vous montrer tout de suite le code qu'on va faire. Donc déjà, on oublie finalement ce qu'on avait fait pour réagencer la lecture, parce qu'on va venir la surcharger. Parce que même dans cet état-là, aujourd'hui, pour parcourir une conférence, on a 4 gestes. Pour ensuite aller à la conférence d'après, 4 gestes, c'est assez long. Donc ce qu'on veut, c'est que potentiellement, ça prenne 1 ou 2 gestes et qu'on puisse passer facilement de conférence en conférence avec les titres, et ensuite, s'il faut, balayer vers la droite pour aller un peu dans le détail de la conférence. Donc, hop, on repart comme au début. Notre paragraphe de l'heure revient tout en bas. Je passe smartphone et accessibilité en H2. Comme ça, on peut naviguer de titre en titre.
Je masque accessibilité, le tag accessibilité et l'heure 10h20, 11h20 en faisant aria hidden true. Je masque pour le lecteur d'écran, ok, pas visuellement. Et finalement, sur mon H2, je vais venir rajouter un aria label où je vais surcharger 10h20, 11h, point, smartphone et accessibilité, point, catégorie accessibilité. Là, c'est beaucoup plus compréhensible. J'aurais pu utiliser ce qui s'appelle aria label by en disant telle balise. Donc là, mon H2, il est le label de tel composant et tel composant. Pourquoi je n'ai pas utilisé ça? Parce que ça vient merger les éléments de manière un peu brute. Et moi, je voulais qu'il y ait des points pour qu'on distingue bien le titre de la catégorie, de l'heure, etc. Donc je l'ai surchargé moi-même. Alors, dernier point, c'est l'utilisation des interactions spécifiques au lecteur d'écran. On va voir en particulier deux choses, un truc qui s'appelle les custom actions et autre chose qui s'appelle le clic long qu'on utilise personnes voyantes. Eh bien, en fait, ça va être très intéressant aussi pour les personnes aveugles. Alors, les custom actions, si on revient sur le tweet ici, donc tout est mergé, annoncé de manière logique avec les informations nécessaires. Et à la fin, le lecteur d'écran, il dit appuyer 2 fois pour voir toute la conversation. Donc, ils ont plugué l'action de clic à ouvrir le tweet dans une nouvelle page. Et puis ensuite, ça nous dit action disponible, utilisez le geste appuyé avec 3 doigts pour les afficher. Ça, ce n'est pas le ou la dev qui a ajouté dans le code cette annonce. En fait, là où la dev en fait, a ajouté une sémantique, on va voir tout de suite dans le code, enfin juste après dans le code, qui permet d'activer cette fonctionnalité des custom actions, et c'est une annonce du lecteur d'écran. C'est quelque chose de standard. Et donc, quand on fait appuyer avec 3 doigts, eh bien, on a un menu comme ça, c'est pareil, ça n'a pas été développé par le ou la dev, c'est natif, qui nous affiche les actions relatives au tweet qui sont disponibles. Et dans le code, on a décrit quelles étaient les actions disponibles. Donc ici, activer pour voir le détail du tweet, répondre, retweeter, j'aime, partager, option du tweet. Donc là, vous voyez que finalement, on a bien notre tweet qui prend un geste pour être lu, ce même geste pour savoir qu'il y a des actions associées. Si on n'a pas forcément d'action à faire sur ce tweet, passer de tweet en tweet est hyper pratique. Si on a des actions à faire, c'est aussi assez rapide parce qu'on tape avec 3 doigts où il y a d'autres gestuels qui permettent d'ouvrir ce menu-là. Et puis, on choisit l'action que l'on souhaite faire. Voilà, l'autre geste qui permet de passer d'action en action. Tout à l'heure, je voulais passer très brièvement ce geste sur la slide. En gros, le geste balayer vers le haut et le bas permet de passer de titre en titre, permet aussi de passer d'action en action. Comment on fait pour que ce geste-là permette de faire titre en titre ou action en action? En fait, ce geste, il est configurable. Et pour le configurer, je fais un V à l'endroit ou un V à l'envers sur mon écran et je le configure comme action ou comme titre. Là, je le configure en action. Comme j'ai entendu action disponible, et bien ensuite, en balayant vers le bas, ça va m'énoncer les actions une à la fois et en appuyant 2 fois, ça va jouer l'action. Je ne sais pas si c'est clair, je vous invite vraiment, juste après la conférence, à tester sur vos écrans, à voir vraiment comment ça fonctionne. Donc là, je balaye vers le bas, et puis j'ai répondre, etc. Donc dans le code, c'est hyper simple. Donc là, on est encore en compose, modifier semantics comme d'habitude. On a un paramètre custom action, on lui fournit une liste d'objets de type custom accessibility action avec un label. Le label, c'est le texte qui va s'afficher sur cette liste que je vous disais tout à l'heure qui est native. Et puis l'action, c'est là qu'on va venir mettre finalement notre code qui devra être appelé au clic sur cette action. Sur iOS, c'est très simple aussi. Accessibility Action, le name, c'est le texte qui va s'afficher et la lambda à côté avec le code à appeler quand l'action de clic est effectuée. Alors, ce qui m'amène à la question 8. Je ne me rappelle plus de cette question. Et c'est la dernière question. Tiens, on ne regardera pas le leaderboard tout de suite. Comment faire un clic long avec Tollback VoiceOver?
Est-ce que c'est appuyer 3 fois? Est-ce que c'est appuyer avec 2 doigts? Est-ce que c'est appuyer 2 fois avec 3 doigts? Est-ce que c'est appuyer 2 fois et maintenir appuyé? Alors, la bonne réponse, c'est appuyer 2 fois et maintenir appuyé. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Alors déjà, ce que j'ai oublié juste avant, c'est que les custom actions, désolé pour le web, c'est natif. C'est purement natif, vous ne pouvez pas faire de custom action sur le web. Vous pourriez, à la limite, essayer de faire quelque chose qui ressemble en action de clic, en développant ce menu qui s'affiche, etc. Mais ce n'est pas natif. Donc, comment faire un clic long avec Tollback? Appuyer 2 fois, mais la deuxième fois, vous restez appuyé. Moi, il m'a fallu un petit peu de temps pour le maîtriser, ce geste-là. Et l'intérêt du clic long en natif, je suis désolée encore une fois, là, c'est du natif, c'est que quand un clic long est associé à un composant, eh bien, c'est annoncé par le lecteur d'écran. Je ne sais pas vous, mais moi, en tant que personne voyante, quand il y a une action de clic long sur un composant, ce n'est pas intuitif pour moi. J'ai mis longtemps, par exemple, sur WhatsApp, à savoir que je pouvais faire un clic long modifié pour modifier le texte. Je ne savais pas ce truc-là, on a dû me le dire. Là, c'est génial parce que c'est annoncé. On dit à la personne, si tu fais telle action, tu pourras interagir avec ce tweet. Et donc là, seule spécificité, le menu ici que vous voyez, donc la personne elle a fait un clic long. Il y a un menu qui s'affiche donc dans Twitter qui affiche les mêmes options, hein, répondre, retweet, j'aime, partager. Ça, c'est un menu qui a été développé par l'équipe. Ce n'est pas quelque chose de natif. Donc pour faire un clic long, c'est le code habituel finalement quand on a besoin de faire un clic long. Là ici sur Android par exemple, on peut utiliser Combine Clickable pour combiner le fait qu'on a une action de clic standard et une action de clic long. On peut aussi personnaliser, ça c'est vraiment génial, sur Android on peut personnaliser ce qui s'appelle le click label. Alors je vous remontre ici, le click label c'est la fin de la phrase. La phrase au début, c'est une phrase standard, c'est une phrase du lecteur d'écran, c'est pas nous qui avons écrit dans le code, appuyez 2 fois et maintenez enfoncé. Par contre, ce qu'il y a derrière le pour, on peut le personnaliser. Et c'est super riche parce que ça permet de contextualiser, donner de l'information, rappeler des choses, etc. Et c'est très simple à faire, on-click label. Sur un clic simple, vous pouvez aussi le faire en fait. Là, on a on-long-click label, on a également le on-click label. Et désolé, les clics longs sur le web, c'est pareil, c'est pas compatible. Déjà, je pense qu'il faut que vous fassiez du JavaScript pour réussir à faire un truc de clic long. Et puis, ça va de toute façon pas matcher avec le clic long du lecteur d'écran. Donc, malheureusement, vous n'avez pas ça. Petit récap, donc on a vu 2 bonnes pratiques aujourd'hui, optimiser l'ordre de lecture et faciliter la navigation. Pour optimiser l'ordre de lecture, on a travaillé sur l'ordre de lecture. On s'est posé des questions sur l'ordre de lecture pour pouvoir le modifier. Deuxième technique, disposer un second élément plus haut. Sur natif, on va pouvoir le faire si on détecte un lecteur d'écran. Et sur le web, vous vous rappelez, on a cette CSS SR Only qui masque l'élément d'une personne voyante, mais qui le laisse accessible pour une personne non voyante. Pour faciliter la navigation, on a utilisé des titres, n'hésitez vraiment pas. Et on a réduit le nombre de gestes en mergeant les composants, en surchargeant parfois pour améliorer l'expérience, en surchargeant la sémantique. Et on a utilisé les interactions spécifiques au lecteur d'écran. Et ça, vraiment, c'est génial. Vous avez vu, le code est super simple. Donc, n'hésitez surtout pas à vous en servir également. Et on passe peut-être à ce que vous attendez tous, qui va manger des gaufres ce soir ou cet après-midi. Je clique pas trop parce que je crois que des fois, je la zappe, cette slide. Donc, j'ai peur qu'on ne voit pas le classement. Ah, c'est bon. Bravo, Yann. Où es-tu? Eh ben, voilà. En plus, à chaque fois, je te regardais quand je parlais. Donc, tu vois, tu as bien écouté. Eh ben, tu pourras venir chercher tes gaufres.
Et ben voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit maintenant, on a un petit peu de temps, soit juste après, je suis là jusque 13h, soit sur les réseaux, Blue Sky ou LinkedIn. Merci beaucoup.